Masechet Baba Batra, Daf Kafdalet Amud Bet. On va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Marhikin et Ilan Minahir, Esrim Vehamesh Amma. Il faut éloigner l'arbre de la ville 25 coudées. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de planter un arbre à proximité de la ville. Il faut s'éloigner, respecter une certaine distance. Combien ? 25 coudées, environ 12 mètres et demi. Ubeharuv ubeshikma hamishim ama. S'il s'agit de caroubier ou de cyprès, alors la distance doit être carrément de 50 coudées, le double. Je répète, pour un arbre fruitier classique, c'est 25 coudées. Pour un caroubier et pour le cyprès, c'est 50 coudées. Quelle est la raison du respect de ces distances ? Pourquoi faut-il s'éloigner de la ville pour planter ces arbres ? Eh bien que dans les Mishnayot précédentes, on avait déjà appris la nécessité de s'éloigner du champ du voisin, de la cour du voisin, du bord du voisin. Là-bas, il s'agissait d'un nézek, d'un préjudice d'ordre physique. Ça veut dire que physiquement, les racines de mon arbre peuvent détruire, par exemple, le puits du voisin. Mon voisin a creusé un puits, skin, du jour au lendemain, il voit un carnage. C'est quoi ce désastre ? Eh bien, c'est l'arbre du voisin qui a pénétré son bord et qui l'a détruit. C'est la raison pour laquelle il faut calculer 25 coudées d'Aaron, d'où à partir du bord, dans le sens où on doit s'assurer que physiquement, mon arbre ne va pas causer un préjudice au voisin. Mais là, dans cette Mishnah, on apprend une notion nouvelle. Les précautions à prendre ne sont pas par rapport à un nézek physique, mais par rapport à un nézek esthétique. Et là, ce n'est pas par rapport à un voisin, à son prochain. C'est par rapport à la beauté d'Eretz Israël. Hachamim ont veillé à ce que Eretz Israël soit un beau pays. Vous imaginez, Rabotai, lorsqu'on fait en sorte que les rues de notre ville de Natania soient belles, eh bien on fait une mitzvah. D'accord ? Quand on essaye de faire en sorte que même la configuration de la ville, vue de haut, tu vois une ville, tu dis « Waouh, quelle est belle cette ville !» Pourquoi ? Parce qu'on a respecté les distances entre l'extrémité de la ville et les arbres que l'on a plantés tout autour. C'est pas collé à la ville. Il n'y a pas de... C'est pas touffu. C'est pas méli-mélo. Tout est clair, tout est structuré, ordonné, c'est joli, c'est rangé, il y a des espaces aérés, donc il y a l'agglomération, un espace aéré, et ensuite on a des arbres, on a de la végétation, la verdure, c'est beau. Comme Rashi va le dire, Tiferet, Eretz Israël, la gloire d'Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle, en effet, nous disent les Mefarshim que cette Mishnah que nous sommes en train d'étudier n'est applicable qu'en Eretz Israël. Parce que c'est là où on doit absolument faire en sorte que notre pays soit beau. En Chutz La'aretz, on n'a pas d'obligation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un de Nézek. Lorsqu'il s'agit d'éviter de causer un préjudice à autrui, il n'y a pas de différence si ton voisin, c'est un voisin de Chutz La'aretz ou c'est un voisin en Eretz Israël. Il ne faut jamais nuire à son prochain. C'est une évidence. Mais là, ici, il ne s'agit pas d'une nuisance physique.
Là, c'est simplement porter atteinte à l'esthétique, à l'image d'Eretz Israël. Voilà pourquoi nous dit la Mishnah. S'il s'agit d'un arbre classique, alors il faut l'éloigner de l'extrémité de la ville de combien ? 25 coudées. Mais si c'est un arbre touffu, comme par exemple le caroubier, où Rashi nous dit que Yeshlo Anafim Rabbim, Haruv Veshikma, le caroubier, le cyprès, Anafehem Rabbim, étant donné qu'ils ont beaucoup trop de branches, alors ça ne suffit pas de les éloigner de 25 coudées. Il faut les éloigner de 50 coudées. Également, les arbres stériles. Il y a les arbres fertiles et les arbres stériles. Abba Shaul Omer, Kol Ilan Srak, Hamishim Amma. C'est-à-dire que les arbres qui ne sont pas fruitiers, ce sont des arbres stériles. Ceux-là également, il faut les éloigner de combien ? 50 coudées. Rashi dit Gnai hu la'ir, car ce n'est pas beau pour la ville d'avoir ces arbres à proximité. La Mishnah continue et nous dit Im ha'ir kadma kotzetz ve'eno noten damim ve'im ilan kadam kotzetz ve'noten damim. Dans quel cas le propriétaire de l'arbre pourra toucher des indemnités si jamais l'arbre est trop proche de la ville? Si l'arbre est très proche de la ville, on n'a pas la distance requise, c'est-à-dire 25 coudées d'écart pour un arbre classique, ou 50 coudées d'écart pour le caroubier, le cyprès ou le ilan srak, d'après Abba Shaul, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut couper l'arbre. Il faut le déraciner. Mais qui va en pâtir de cette perte d'argent ? Le propriétaire de l'arbre, lui, il va dire, mais attendez, vous me déracinez un arbre, il faut me le payer. Alors, est-ce qu'il est en droit de réclamer une indemnité pour l'arbre qu'on lui a coupé ? Alors, la Mishnah nous dit, ça dépend. Parfois oui, parfois non. De quoi ça dépend ? Ça dépend mikadam. Qui était là avant ? Est-ce que c'est la ville qui était là et lui il a planté son arbre ensuite, ou bien l'inverse ? Lui il avait son verger, il avait son arbre ici, et ensuite on est venu construire une ville à proximité. Et maintenant on lui dit, eh oh, tu vois pas que ton arbre est trop proche de la ville ? Alors, lui il dit, mais c'est vous qui êtes venu chez moi, c'est pas moi qui suis venu chez vous. Alors, en effet, si lui est venu après la ville, on va lui couper son arbre, il va devoir le déraciner et il ne touche aucune indemnité, car c'est lui qui était en tort. Mais si c'est l'inverse, lui il était déjà là, la ville est venue dans son domaine, alors étant donné que la collectivité est là, la ville est là, il faut déraciner son arbre pour la beauté d'Eretz Israël, mais il est en droit de réclamer une indemnité. Kotzetz venoten damim. Donc, les patrons de la ville vont déraciner l'arbre, mais il faut qu'ils payent une indemnité. Maintenant, écoutez la dernière halakha de la Mishnah. Safek zekadam, safek zekadam. Si maintenant on a un doute, on ne sait pas qui était là avant, la ville ou l'arbre. Imaginons qu'on a ici les héritiers de l'arbre, les héritiers de la ville, c'est-à-dire on est déjà à deuxième, troisième génération. Et voilà qu'arrive un Rav qui connaît la halakha de la beauté d'Eretz Israël, et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne voyez pas que l'arbre est très proche de la ville, de la muraille de la ville ? Mais éloignez l'arbre, c'est-à-dire déraciner. Parce qu'il est à l'intérieur des 25 coudées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On a dit, il n'y a pas de doute qu'il faut déraciner l'arbre. Mais est-ce qu'il est en droit de réclamer des indemnités ? Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Ça dépend, mikadam. Qui était là le premier ? Mais le problème maintenant, c'est ça fait mikadam. On ne sait pas qui était là le premier.
Dans ce cas, écoutez la halakha, Kotzetz ve'eno noten damim. Alors, l'arbre, c'est sûr qu'il faut le déraciner, mais le propriétaire de l'arbre n'est pas en droit de réclamer une indemnité. Il n'y a pas d'obligation pour les citoyens de reverser une indemnité pour cet arbre du voisin qui a été déraciné. Alors, Rabotaï, est-ce que vous avez une explication? A priori, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il n'est pas en droit de réclamer? Alors, on verra dans la Gemara, vous allez être ravis de l'explication de la Gemara. Alors, on va d'abord commencer la Gemara. Maïtama. La Gemara demande pour quelle raison faut-il éloigner les arbres de la ville? Amar Oula Mishum Noye Ha'ir. Je vous l'ai déjà dit, par anticipation, c'est Rashi qui l'avait cité, mais c'est Oula qui en est l'auteur. Oula nous dit, tu veux savoir pour quelle raison les Hachamim ont institué cet écart, cet éloignement de l'arbre par rapport aux murailles de la ville? C'est pour une raison d'esthétique. Mishum Noye Ha'ir, Noye, la beauté de la ville. Ok, la Gemara pose la question, elle dit Vetipuk le de en osin sade migrash velo migrash sade. C'est-à-dire, je ne comprends pas quelle est l'utilité de l'enseignement de la Mishnah. A priori, ça c'est une chose qui a déjà été enseignée dans une Mishnah de Masechet Arachin d'Aflamet Gimel. Là-bas, la Mishnah nous dit En osin sade migrash, velo migrash sade. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que migrash? Migrash, c'est un terrain vide. Lorsque nous avons un terrain qui est vide, un terrain vague, eh bien, ça s'appelle migrash. Sadé, c'est justement un champ agricole. Alors on peut avoir Sadé Lavan, on peut avoir Sadé Ilan, soit un champ de céréales, soit un verger. On peut avoir Gina, c'est un champ de légumes. Donc quand on dit Sadé, Rachid dit pour l'instant, on a cru que Sadé c'est n'importe quel Sadé, qu'il soit Sadé Lavan ou Sadé Ilan, un verger ou un champ de céréales. Alors, aidez-moi s'il vous plaît à traduire. En osin migrash sadé. On ne fait pas d'un terrain vague un champ. Et on ne fait pas de sadé migrash, d'un champ un terrain. De quoi on parle? Alors écoutez de quoi on parle. Vous savez qu'autour des villes d'Eretz Israël, il faut qu'il y ait un troum, c'est-à-dire on a 1000 coudées, et les famas de terrain vague. Il faut qu'il y ait un espace vide entre la ville et les champs de plantation. La végétation ne commence qu'après 1000 coudées. Et ensuite, on a des sadotes. On a les champs agricoles. Alors, la Gemara pose une question légitime. Qui peut le plus, peut le moins. Si déjà la Mishnah dans Arachim me dit qu'il faut éloigner le sadé de la ville en laissant un migrash, c'est-à-dire une étendue, un terrain vague, un terrain vide comme espace, un espace aéré de 1000 coudées. Alors c'est quoi? Quel est le sens de cette Mishnah qui nous dit qu'il faut éloigner les arbres de la ville de 25 coudées? Mais il faut éloigner déjà de 1000 coudées. Il faut 1000 coudées d'écart. Ne me dis pas 25 coudées. La Mishnah dans Arachin nous a dit qu'il faut s'éloigner à 1000 coudées. Alors qu'est-ce que me dit cette Mishnah? Tu t'éloignes à 25 coudées. Première réponse. D'abord, qu'est-ce qu'on dit Hachamim dans la Mishnah Arachin, j'ai oublié l'essentiel.
La Mishnah dans Arachin nous dit qu'on n'a pas le droit de transformer le migrash en sadé et le sadé en migrash. Vous savez pourquoi? Pourquoi les Hakramim ont dit qu'on n'a pas le droit de transformer l'espace aéré dans la périphérie de la ville en sadé? Et je n'ai pas le droit de transformer le sadé en migrash. Allez, donnez-moi s'il vous plaît une raison. Pourquoi? Oui, mais pourquoi je dois laisser un espace aéré? Le terrain, c'est une ville en lui-même, donc ça, il est dans la ville. Donc si on le transforme, c'est qu'on ne respecte pas déjà la loi de mettre entre le cheval. Non, la ville est entourée de murailles. La ville est entourée de murailles. Et on me dit que tout autour de la ville, il y a un espace aéré qui est de 1000 coudées. Ces 1000 coudées, c'est de l'espace aéré. Je n'ai pas le droit de planter là-bas un champ. Mais pourquoi pas? Pourquoi ce terrain doit rester vague? Il doit être vague. Pourquoi, je vous demande et vous me répétez? C'est comme... Pourquoi? Parce que... Mais pourquoi? Voilà, le mot que je voulais entendre. Bravo. Noy. Pour la beauté de la ville. Donc pour la beauté de la ville, il faut 1000 coudées d'espace vide. Très bien. Maintenant, dites-moi, pourquoi je ne peux pas transformer le sadé en migrash? C'est-à-dire, ok, je ne vais pas transformer le migrash en sadé. Je ne vais pas planter autour de la ville. Mais maintenant, le sadé qui était planté, je voudrais maintenant le raser et je ne veux plus planter là-bas. Aussi pour le deuil. Pourquoi? Parce que ça va être trop loin au niveau de la vue. Et alors, au contraire, c'est joli, on a de l'espace vide encore plus grand. C'est plus joli. Au niveau de la beauté, c'est sauvage. Non, je ferai comme ça un terrain vide, c'est beau. C'est plus éloigné. Mais je vais éloigner davantage. Je voudrais que tout soit vide. Il n'y aura pas du tout de sadé. Il n'y aura pas du tout de sadé. Il y avait un sadé maintenant, je vais le raser, il n'y a plus de sadé. Peut-être que le sadé, il apporte de la fraîcheur à la ville, ou je sais pas quoi. Eh bien, la raison est que c'est Horban Eretz Israël. De la même façon qu'on a une mitzvah de Yishuv Eretz Israël, il y a une interdiction de Horban Eretz Israël. Des plantations, des champs agricoles. L'agriculture, c'est l'installation d'une vie en Israël. Il y a de la vitalité, il y a de la vie, il y a de l'agriculture. Ça, c'est Yishuv Eretz Israël. Tu vas détruire les champs et les transformer en terrain vague, c'est de la destruction. Tu as le droit de détruire Eretz Israël, Chasve Shalom. On est là pour construire notre beau pays et pas le détruire. On doit l'embellir et pas l'enlaidir. Alors pourquoi il faut laisser un espace vide de 1000 coudées? Pour l'embellir. Et pourquoi il faut laisser le champ agricole planté et non pas le détruire? Pour construire Eretz Israël et non pas détruire. Il y a fait. Maintenant la question de la Gemara, elle est toujours à sa place. Pourquoi? Quelle est l'utilité de notre Mishnah Baba Batra Kafdalet Amoudbet après que nous ayons appris Maseret Arachin Daf Lamed Gimel où on nous dit qu'il faut s'éloigner de 1000 coudées. Alors quel est le sens de 25 coudées? Réponse La Tserira et la le Rabbi Eliezer de Amar Osin Sade Migrash ou Migrash Sade Achamishum no Yair lo Avdinan. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer, lui, il dit que cette halacha qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit d'inverser, de faire d'un migrash sadé ou de sadé migrash, pour les raisons qu'on a données, c'est uniquement par rapport aux 42 villes des Lévi'im. On sait que les Lévi'im n'ont pas reçu de territoire agricole, mais ils avaient 42 villes. Là-bas, il est écrit Umad Dotem, Yehutz La'ir, Elef Ama, Alpaim Ba'ama. C'est-à-dire que la Torah nous parle de ce troum, cette frontière périphérique autour de la ville, que par rapport aux villes des Lévi'im, mais pas toutes les villes d'Eretz Israël. Alors Rabbi Eliezer n'est pas d'accord sur le principe. Il dit Hachamim, vous dites que dans tout Eretz Israël, à titre d'embellissement d'Israël, ou ne pas détruire les champs agricoles d'Israël. Pas du tout. C'est une halakha spécifique
aux 42 villes des Lévi'im, on retrouve cela dans la Torah. Sadeh, Migrash, mais pas pour toutes les autres villes. Alors maintenant, on a compris. Qui est l'auteur de notre Mishnah ici? C'est Rabbi Eliezer. Et qui est l'auteur de la Mishnah là-bas? C'est Hachamim. Alors, Hachamim exige 1000 coudées d'éloignement. Rabbi Eliezer, il dit pas du tout. Si tu as envie de planter ici à côté de la ville, Bechavod. Mais attention, ton arbre, tu peux le planter au maximum, le plus près de la ville, c'est à 25 coudées d'écart. Il y a quand même une nécessité de respecter une certaine distance qui est de 25 coudées pour des arbres classiques et 50 coudées pour des arbres touffus tels que Caroubier ou Chikma ou d'après Abashaoul même Atse Serak. Bon, en tout cas, on a compris que même Rabbi Eliezer, qui n'est pas d'accord avec les Hachamim, qui exigent 1000 coudées, mais lui, il exige tout de même 25 coudées. Première réponse. Deuxième réponse. Ul Rabbanan Nami. Deuxième réponse, on peut même dire que notre Mishnah, elle va d'après Hachamim. Et il n'y a pas de contradiction entre notre Mishnah et la Mishnah de Masechet Arachin. Comment? Les Rabbanan Nami de Amri en Osin Sadeh Migrash Velo Migrash Sadeh Hanemi Lezraim Aval Ilanot Avdinan Ve'acha Mishum Noye Ahir Lo. C'est-à-dire, écoutez comment c'est beau. La Mishnah dans Arachin nous interdit de transformer le migrash en sadé. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? L'interdiction de transformer un migrash en sadé, qu'est-ce que cela signifie? Que dans toute la périphérie de la ville, je dois laisser 1000 coudées d'espace aéré. Et je n'ai pas le droit de transformer en sadé. Eh bien maintenant, la Gemara nous dit, on s'est trompé dans la compréhension du mot sadé. On a cru que l'interdiction de planter un sadé dans le migrash, c'était n'importe quel sadé. Aussi bien sadé ilan comme sadé lavan. C'est quoi sadé ilan? Un verger. C'est quoi sadé lavan? Champ de céréales. Très bien. Eh bien, on nous dit maintenant que non. L'interdiction, c'est que sadé lavan. Mais sadé ilan, c'est permis. L'espace aéré qu'on doit laisser autour de la ville, on a le droit d'y planter là-bas des arbres. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de le transformer en champ de céréales. Mais en verger, on a le droit. Des arbres, on a le droit. Ça reste un espace aéré, malgré les arbres. Juste, il faut respecter tout de même une marge. Par rapport aux murailles de la ville, tu t'éloignes 25 coudées minimum. Le Bet Yosef rapporte le Nimoke Yosef qui dit que ce din-là de respecter tout ce qu'on a dit autour des villes, c'était qu'à l'époque où Eretz Israël était B'Yishuva. On avait le Bet Amikdash et on était bien installé. Mais de nos jours, ces lois ne sont pas applicables. Peut-être qu'il a parlé de son époque où Eretz Israël n'était pas encore habité par des Juifs comme aujourd'hui. Peut-être que depuis que le retour des exilés et que nous avons, Baruch Hashem, aujourd'hui, des villes qui sont réinstallées et réhabitées par le Ham Israël, peut-être que ces lois sont à nouveau en vigueur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a fait couler beaucoup d'encre. Le Shach, le Gaon de Vilna, le Khatam Sofer. Bon, en tout cas, on a compris que cette Mishnah peut ne pas être contradictoire avec la Mishnah de Arachin, et on n'est pas obligé de dire qu'ici c'est Rabbi Eliezer et là-bas c'est Hachamim. Car même d'après Hachamim, on peut trouver une explication. Quel est le sadé qui est exclu à la place du migrash? C'est uniquement sadé lavan. Mais sadé ilan est permis, est autorisé. Mais malgré tout, le ilan ne doit pas être si proche de la ville. Il faut quand même garder une certaine marge d'éloignement qui est de 25 coudées au minimum. Bon.
La Gemara maintenant pose la question, elle dit Umina timra de shane ben zraim le ilanot. Qui te permet d'établir un distinguo entre un sadé ilan et sadé lavan. Tu dis, ce qui est interdit, c'est uniquement sadé lavan, mais sadé ilan, c'est permis. Sur quoi tu t'appuies? Sur la baraïta suivante. Detania, karfaf, yoter mibet seataim, sheukaf ledira, nizra rubo, areu kegina, ve'asur, nita rubo, areu kehatser, omutar. Alors, pour comprendre ce qu'on est en train de lire, une petite introduction. Vous savez, les amis, que Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer un objet et de transporter du Reshut HaYahid au Reshut HaRabim, du domaine privé au domaine public ou vice-versa. Également, on n'a pas le droit de déplacer un objet à l'intérieur du Reshut HaRabim. Si par exemple, il y avait un objet qui était posé quelque part dans le Reshut HaRabim, je n'ai pas le droit de le prendre et de l'amener à plus de 4 coudées. Nachon? Comment? Akira ve'anacha. Exactement. Akira, Hanaha, Ha'avara, c'est Assour. Ça s'appelle Ha'avarat Arba'amot Birshut HaRabim. C'est un Issour de Oraïta. Nachon? La Torah nous interdit cela. Pour être plus précis, c'est Halacha le Moshe Misinai. Arba'amot Birshut HaRabim, Halacha le Moshe Misinai. Maintenant, écoutez quelque chose. Hachamim ont rajouté une interdiction de déplacer un objet dans un reshut qui s'appelle carmélite. Tel que vous le savez, Arba'a Reshuyot les Shabbat. Shabbat, on a 4 domaines. Reshut HaYahid, Reshut HaRabim, carmélite et Makom Pitour. Makom Ptour. Makom Ptour, c'est-à-dire un endroit où Hachamim n'ont pas du tout interdit le déplacement d'objets. Mais carmélite, ça ressemble au Reshut HaRabim. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont décrété l'interdiction de déplacer un objet à l'intérieur d'une carmélite au-delà de 4 coudées. Exactement. Comme je n'ai pas le droit de déplacer un objet au-delà de 4 coudées dans Reshut HaRabim, ainsi en est-il à l'intérieur d'une carmélite. D'accord? Donc carmélite, c'est un domaine qui est frappé d'interdiction par les Hachamim, pas par la Torah. Maintenant, les amis, écoutez quelque chose. Il y a un domaine qui, dans l'absolu, est Reshut HaYahid, Mina Torah, mais qui est considéré comme une carmélite. Écoutez ça. Quel est le din si j'ai un grand domaine, on va dire un terrain de football, qui est clôturé? Est-ce que j'ai le droit de déplacer des objets à l'intérieur? Non. Répondez-moi par oui ou par non. Oui, non. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Non, c'est carmélite. Oui. Qu'est-ce que vous dites, Rabbi Yosef? Qu'est-ce que vous dites par rapport à le déplacement d'objets? Hein? Je répète, vous êtes dans un terrain de tennis qui est clôturé. Alors, est-ce qu'on a le droit de déplacer un objet à l'intérieur? Vous dites oui, c'est faux. Vous dites non, c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ça dépend. Et de quoi ça dépend? Ça dépend de la taille. De la surface de ce terrain de tennis. Quel est le shi'ur? Écoutez ça. Karfaf, yoter mi bet se'ataim, shelo hu kaf ledira. Vous les répétez? Karfaf, un domaine, shelo ou kaf ledira, qui n'a pas été clôturé pour une habitation. Yoter mi bet se'ataim, au-delà de la surface de 2 se'im. Qui est-ce qui peut me rappeler quelle est la surface de bet se'ataim? Une surface de 2 CA.
Déjà, est-ce que ça vous rappelle, est-ce que ça évoque dans votre mémoire quelque chose? Bet Seataim. Oui, il n'y a pas longtemps, vous l'aviez dit vous-même. Rappelez-moi. Et bravo, qui a dit Mishkan? Bravo. Hatzer à Mishkan. Rappelez-vous toujours, le Hatzer du Mishkan. Le Mishkan était à l'intérieur du Hatzer. N'est-ce pas? Le parvis du Mishkan, il était clôturé avec des toiles, avec des tentures. Quelle était la longueur? 50 sur 50 sur 100. 100 coudées de long et 50 coudées de large. Rappelez-vous toujours, le Hatzer à Mishkan, il était Mea Ama par Hamishim Ama. Et comment s'appelle cette surface? Bet Seataim. Très bien. Hachamim ont pris le Mishkan comme référence. Évidemment, vous le savez très bien pourquoi le Mishkan nous sert de référence, car toutes les Melachot de Shabbat, dont on les apprend, c'est du Mishkan. Alors, le Hatzer Mishkan s'appelle Reshut Yahid, et on peut transporter à l'intérieur. Et même si les clôtures n'avaient pas été installées pour entourer une maison, un habitat. Mais si, c'est plus que ça. Si le domaine en question, le Karfaf en question, comme j'ai dit, le terrain de tennis, il est plus grand que Bet Seataim. Il fait plus que 100 coudées par 50 coudées. Il fait plus que ça. Alors c'est assaut de déplacer un objet à l'intérieur, comme si c'était une carmélite. Vous entendez? À condition qu'il ne soit pas clôturé pour un habitat. Mais si ça avait été clôturé pour un habitat, c'est-à-dire qu'il y avait une maison à l'intérieur. Il y a une maison à l'intérieur. J'ai ma villa à l'intérieur de ce grand domaine. Et le domaine, il fait plus que Bet Seataim. Est-ce que j'ai le droit de transporter à l'intérieur? Oui. Bravo! Eh bien, oui, excellent. Quand est-ce que je n'ai pas le droit de transporter un objet à l'intérieur que de 4 coudées? Que si, bravo! Il est plus que Bet Seataim et Lohu Kaf le dira. Encore une fois répété en hébreu. Karfaf, un domaine, Yoter mi Bet Seataim, qui a plus que Bet Seataim, de Sein, chez Lohu Kaf le dira, qui n'a pas été clôturé pour un habitat, En metaltelin bo Yoter merba amot. On n'a pas le droit de déplacer un objet à 4 coudées, même si c'est clôturé. Minatora, c'est permis, Miderabanan, c'est interdit comme une carmélite. Très bien. Maintenant, s'il manque l'un des deux critères, écoutez ça, l'un des deux critères, soit que ça a été clôturé pour un habitat, permis ou interdit? Oui. Permis. Très bien. Maintenant, s'il n'y a pas d'habitat, mais il fait moins de Bet Seataim, hein? Permis. Excellent. Donc, il suffit un critère pour permettre. D'accord? Pour interdire, il faut 2 critères. Pour permettre, il suffit un critère. Quels sont les 2 critères pour interdire? Plus que Bet Seataim. Et deuxièmement, Lo Kaf le dira. Excellent. Maintenant, écoutez le Chidouche, et c'est là qu'on arrive à la Gemara. Après cette introduction, on va comprendre la suite. Devinette, comment est-ce possible qu'il puisse y avoir une maison à l'intérieur du domaine et la clôture, elle est Yoter mi Bet Seataim, mais il y a une maison à l'intérieur, et tout de même, ce sera interdit de déplacer un objet à l'intérieur de ce domaine au-delà de 4 coudées. Elle a été construite après. Mais maintenant, c'est vous Kaf les dira. S'il y a des portes ouvertes, s'il y a des espaces. Alors, on ne peut pas deviner. C'est extraordinaire. C'est que, imaginons qu'il y ait à l'intérieur beaucoup de légumes plantés. Ce qui fait que maintenant, je ne peux plus marcher n'importe où. Ce n'est plus comme un Hatzer. Si c'était un Hatzer, un domaine avec une cour, je marche partout, et tout le Hatzer, il est là pour servir l'habitat. Donc le Hatzer est annexé à l'habitat. Donc la clôture, c'est une clôture de Hatzer pour l'habitat. Là, je peux transporter des objets au-delà de 4 coudées partout, là où je veux tranquillement. Mais si devant la maison, il y avait plutôt
des potagers. Eh bien, figurez-vous que ce Makom-là, il est Mevatel Shem Dira. Vous entendez? C'est bombardesque. Il annule le caractère d'habitation de ce domaine. Comme si maintenant, toute la partie qui est plantée de légumes, ce n'est plus un lieu d'habitation, ce n'est plus un domaine qui est comme le Hatzer, c'est comme un domaine à part entière, qui est clôturé d'une clôture, mais qui fait plus que Bet Seataim. Étant donné que ce n'est pas un lieu de parcours, puisque je ne peux pas courir comme je veux, il y a plein de légumes que je ne vais pas écraser. Eh bien, c'est Mevatel Shem Dira. Voilà, on ne peut pas le deviner. Mais écoutez quelque chose de très beau. Si à la place des légumes, on a des arbres, alors les arbres, ça n'annule pas le Shem Dira. Car on peut marcher entre les arbres tranquillement. Donc c'est comme un Hatzer. Vous imaginez maintenant qu'est-ce que la Gemara a été chercher? Une halakha de Shabbat pour une halakha dans Baba Batra. Et elle nous dit, tu veux savoir, au niveau de l'éloignement de la ville, on a dit qu'on n'a pas le droit de transformer un migrash en sadé. Vous vous rappelez? On n'a pas le droit autour de la ville, dans toute la périphérie, il faut laisser un terrain vague, en tant qu'espace aéré pour le noy de la ville. On a dit, selon le deuxième tiroutz, que même Hachamim serait d'accord. Bien qu'ils aient dit qu'en général, on n'a pas le droit de transformer un migrash en sadé, c'est seulement un sadé de céréales. Mais si c'est sadé ilan, c'est permis. D'où tu sors cette histoire-là de distinction entre sadé lavan et sadé ilan? Réponse, Shabbat. Tu vois qu'à propos de Shabbat, on distingue bien, on établit un distinguo entre Sadé Ilan et Sadé Lavan ou Gina. Voyez-vous? Donc, ça c'est Mevatel Shem Hatzer, et ça c'est pas Mevatel Shem Hatzer. Regardez, lisons. Ou Minatemra, et d'où tu le dis, c'est-à-dire qui te permet de l'affirmer, des Sha'ane Ben Zraim le Ilanot, qu'il faut établir un distinguo entre le Zraim et Ilanot, entre les arbres et la végétation classique telle que légumes ou céréales. Des Tanya, comme la Braïta nous l'enseigne, Karfaf, un domaine, Yoter mi Bet Seataim, qui fait plus de 2 séim de surface. Alors combien, juste le contrôle, combien c'est Bet Seataim en surface? Donnez-moi des coudées, 100 par 50 coudées. Chez Oukaf les Dira, qui a été clôturé, ce domaine a été clôturé pour une habitation. Nizra Rubo, Areu Kegina, Ve'asur. Si on a planté avec des zraïm, avec des graines, comme par exemple des légumes, des légumineuses, des céréales, Areu Kegina, Ve'asur. Dans ce cas-là, c'est comme si j'avais un jardin qui était clôturé et qui fait plus que Betseataim. C'est assour comme une carmélite. Hachamim ont interdit de transporter là-bas, car il n'y a plus le nom de Dira. Nita Rubo, Areu ke Hatzer ou Mutar. Mais si on a planté là-bas des arbres, alors il s'appelle désormais comme Hatzer. Le verger est considéré comme un Hatzer, et on a le droit de transporter des objets pendant le Shabbat à l'intérieur de ce Sadé Ilan, bien qu'il soit supérieur à Bet Seataim, mais étant donné qu'il est Moukaf les Dira. Donc nous voyons que les arbres n'enlèvent pas ici Shem Dira. Là aussi, les arbres n'empêchent pas le migrash d'être qualifié de migrash. Voilà les amis, on a terminé un sujet. Même si les gens habitent la maison, on ne pourra pas transporter. Ouais, s'il y a une guina. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Les gens, ils ont un château, mais ils ne peuvent pas porter à l'extérieur. À l'extérieur. C'est choquant, hein? S'il y a de la végétation. S'il y a de la végétation, évidemment. Cette végétation, elle a été après la maison. Ouais. Ouais. Il y a des jours de marche. Mais je voudrais On ne peut pas marcher à l'intérieur. quand même dire que
je pense que, évidemment, c'est uniquement si on a des plantes, comme des légumes, comme des céréales, comme des légumineuses. Mais si on a par exemple que du gazon, c'est-à-dire des choses sur lesquelles je peux marcher, ça c'est pas considéré comme des zraïm, parce que je peux marcher là-bas. Nouveau sujet. La Mishnah nous a enseigné que si jamais l'arbre était trop proche de la ville, à l'intérieur de la marge de sécurité qu'il fallait respecter, à l'intérieur des 25 coudées ou à l'intérieur des 50 coudées pour les arbres touffus, alors, il faut couper l'arbre. Marron, il faut le déraciner. Mais est-ce que le propriétaire de l'arbre est en droit de réclamer des indemnités? On a dit que ça dépend. Qui était là avant? Mais la Mishnah a précisé que si jamais l'arbre était là avant la construction de la ville, dans ce cas-là, les propriétaires de cette ville, les citoyens, les résidents, doivent dédommager le propriétaire de l'arbre. Ils peuvent l'obliger à déraciner son arbre, mais ils doivent tout de même payer un dédommagement. La Mishnah nous a dit que si jamais la ville a précédé l'arbre, alors dans ce cas-là, le Baal Haïlan doit déraciner son arbre et les habitants de la ville n'ont pas besoin de payer un dédommagement. Pourquoi? Car la ville a précédé l'arbre. Quand est-ce qu'ils doivent payer un dédommagement? Que si c'était l'inverse, que l'arbre a précédé la ville. La Gemara pose, a priori, une contradiction par rapport à une autre Mishnah, celle qui figure dans le Daf Kafé, que nous verrons plus tard, et la Gemara l'avait déjà évoqué, vous vous en souvenez. Quel est le din lorsque deux voisins qui ont un champ mitoyen, l'un a un bord et l'autre a un arbre? On avait dit que les racines de l'arbre peuvent endommager le puits. C'est la raison pour laquelle, quand on plante un arbre à proximité du champ du voisin, il faut s'éloigner du bord. Il faut s'éloigner du puits du voisin à 25 coudées d'écart afin que les racines de mon arbre ne lui causent pas de préjudice, pour pas que ça détruise son bord. Mais quel est le din si le bord était là avant le ilan? Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même planté son arbre à proximité. Et le bord était là avant, et il voit les racines de son voisin qui s'approchent de son bord et qui vont détruire son bord. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Kotset venoten damim. La Mishnah va dire qu'il est en droit de couper les racines. Il va donc pénaliser le propriétaire de l'arbre, son voisin, mais il lui dit: monsieur, je suis désolé, tu t'es mis trop proche de mon bord. C'est vrai que tu es chez toi, mais tu es trop proche de chez moi, de mon bord, et tes racines vont détruire mon bord. Je m'excuse, moi je te coupe les racines, même si ça va tuer ton arbre, tant pis pour toi. Mais malgré tout, il doit lui payer un dédommagement pour l'arbre. Kotset venoten damim. Bien que le bord était là avant l'arbre, il est en droit de couper les racines de l'arbre qui sont rentrées chez lui, mais il paye un dédommagement, une indemnité pour l'arbre. Alors la question de la Gemara est la suivante. Pourquoi est-ce qu'ici, quand la ville a précédé l'arbre, pas besoin de payer un dédommagement pour le déracinement de l'arbre, car la ville a précédé, et pourtant le bord lui aussi il a précédé l'arbre? Pourquoi il a besoin de payer un dédommagement pour l'arbre? Quelle est la différence entre bord et aïr? Pour aïr, tu as dit, puisque la ville a précédé, ils ont le droit de faire déraciner l'arbre sans payer une indemnité, alors que le bord, quand il a précédé l'arbre, bien qu'il ait en droit de couper les racines, mais il doit tout de même payer
un dédommagement. Le Baal Abor paye une indemnité au Baal Ilan. Quelle est la différence? C'est la couchée de la Gemara. La réponse, Amar Rav Kahana, Kedera de Beshutfe, la Hamima ve la Kerira. La marmite des associés, elle est ni chaude ni froide. C'est-à-dire, c'est une expression. C'est quoi cette expression? C'est que quand on est deux personnes responsables de la même chose, eh bien la chose, elle est délaissée. Quand est-ce qu'il y a un bon traitement de n'importe quel sujet dans la vie? C'est quand il y a un seul responsable. Si tu as une conscience de responsabilité, alors tu ne vas pas dormir tranquille tant que tu n'as pas assumé ta responsabilité. Mais à partir du moment où on est plusieurs personnes qui ont la même charge, chacun se décharge sur l'autre. Et il se dit, ce n'est pas grave, je ne vais pas m'occuper. Certainement, il y aura d'autres personnes qui vont le faire. Je prends un exemple. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui prennent un petit déjeuner ici, et puis après, ils vous laissent les gobelets, ils vous laissent toutes les miettes sur les tables, par terre. Tout le monde est parti, bye bye, ils ont pris leur petit déjeuner. Bravo, c'est bien, mais qui va nettoyer après? Eh bien, certainement, il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura certainement quelqu'un d'autre. Mais si la personne était toute seule à manger, elle aurait dit, mais non, je sais que personne ne va être derrière moi. Eh bien, elle va nettoyer. À partir du moment où on est une collectivité, si on n'a pas des responsables bien spécifiques, eh bien, la chose, elle est négligée, délaissée, car chacun, dans sa conscience, il se décharge sur l'autre. La marmite, elle n'est pas chaude. Elle est ni froide, ni chaude. Kedera de Beshutfe, la Hamima ve la Kerira. Chacun compte sur l'autre que lui va réchauffer, pas moi. Alors, quel rapport avec le sujet chez nous? C'est que, si tu dis que les habitants de la ville, lorsqu'ils font déraciner un arbre, ils doivent payer. Si la ville a précédé, si tu dis qu'il faut qu'ils payent pour le déracinement de l'arbre, eh bien, dans ce cas-là, il risque d'y avoir un problème. Lequel? C'est que chacun, quand on va lui dire, dis-moi, tu veux payer pour le dédommagement du bonhomme là-bas, parce qu'on va lui déraciner son arbre. Paye. Il dit, paye, moi, pourquoi moi le premier? Va voir les autres. Moi, je ne payerai pas le premier. Les cotisations communautaires, tu vas dire aux gens, vas-y, donne, dis, mais moi je suis le premier? Ah non, moi je ne veux pas être le premier. Si tout le monde a payé sa cotisation, moi aussi je cotise. Mais je ne veux pas être le premier. Pourquoi? Je ne veux pas être celui qui finalement est le seul à payer. On est bien des associés, on est toute une collectivité, mais je ne veux pas être le seul. Alors chacun, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de s'échapper, de fuir la responsabilité. Quand chacun fuit la responsabilité, eh bien vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas d'argent pour payer le dédommagement celui qui a planté l'arbre. Et alors, il va y avoir un arbre à côté de la ville. La ville, en attendant, elle est enlaidie par l'arbre. Et nous dit Rashi, c'est pas Tiferet, Eret Israël. C'est trop beau cette phrase de Rashi. Rashi dit comme ça. Ve'a'ir meguna ve'enzu tiferet Eret Israël. C'est trop beau. Rashi te dit, en attendant l'arbre, il est là, car personne n'a payé pour le dédommagement du propriétaire de l'arbre. En attendant, la ville, elle est enlaidie. Et où est la gloire d'Eret Israël? C'est la raison pour laquelle on a dit, on ne payera pas. Si la ville a précédé, on ne payera pas. On va déraciner l'arbre gratuitement. Il n'a que ses larmes pour pleurer, car la ville était là avant lui. Alors que pour le bord, il n'y a pas d'enlaidissement d'Eret Israël. D'accord? Voilà pourquoi, là-bas, il faut payer. D'accord? Ça, c'est une première... Ça, c'est une réponse. La Gemara dit, Maïkouchia, Bichlal, je n'ai même pas compris la question. Din Machane, Zekade Rabbi, mais Zekade Yahid. On pourrait dire
qu'il y a une différence entre l'histoire du Rabbim et l'histoire du Yahid. C'est-à-dire que pour un Nézek causé au Rabbim, le Baal HaIlan, puisqu'il est en train de causer un dommage à toute la collectivité, à toute la ville, eh bien, il a l'obligation de déraciner son arbre et il ne peut pas réclamer d'indemnité. Alors que lorsqu'il cause un Nézek qu'un Baal HaBor, il est en droit de réclamer des indemnités pour son arbre, parce que Baal HaBor, c'est un Yahid. Donc je ne vois pas, Bichlal, comment la question elle a commencé. C'est pas qu'il y a une question, il y a une réponse, il n'y a même pas de question. Comment tu compares l'incomparable? Tu compares l'histoire de la ville, qui est une collectivité, avec l'histoire du bord, où c'est un individu isolé. Mais ça, c'est un particulier, ça, c'est une collectivité. Vis-à-vis de la collectivité, si je cause un problème, eh bien, je dois assumer, je dois déraciner mon arbre, mais vis-à-vis d'un particulier, je suis en droit de lui réclamer une indemnité. Alors, la Gemara dit, « Et la itmar de Rav Kahana, Asifa Itmar. » Si Rav Kahana a donné ce machal, le fameux dicton, que la marmite des associés, elle est ni froide ni chaude, je vais te dire par rapport à quoi il a dit ça. Asifa, par rapport à la fin de la Mishnah. Ima ilan kadam kotzetz venoten damim. Si l'arbre a précédé la ville, si l'arbre était là avant la ville, alors dans ce cas-là, il déracine son arbre, mais les habitants de la ville doivent payer une indemnité. La Gemara pose la question, Velimaleu, havu libéré shademe, ve'adar ikutz. C'est par rapport à la chronologie. Qu'est-ce qu'on a dit? D'abord, il déracine son arbre, et après, il réclame l'argent. La Gemara dit, mais pourquoi il ne ferait pas l'inverse? Il devrait réclamer l'argent et ensuite déraciner son arbre. Il pourrait leur dire, messieurs, d'abord payez-moi l'arbre, et après moi je déracine l'arbre. Ne me faites pas courir après l'argent. Vous voulez d'abord que je déracine mon arbre? Alors, payez-moi d'abord. La réponse, non. Amarav Kana kedera de beshutve la hamima vela kerira. Tu veux savoir pourquoi? D'abord, il faut qu'il déracine l'arbre et ensuite on le paye, parce que si tu vas attendre que les gens payent, ils vont dire moi je payerai pas le premier. Il va voir quelqu'un d'autre. Et il va aller voir l'autre, il va dire moi je payerai pas le premier. Il va voir quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En attendant, Tiferet Eretz Israël. Eretz Israël est enlaidi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, tu embellis Eretz Israël. Et après, toi, tu vas courir après ton argent. Pourquoi? Parce que si tu attends l'inverse, tu peux toujours attendre. Maintenant que tu as, dépensé, c'est-à-dire tu as déraciné ton arbre, eh bien, tu vas exercer une pression psychologique sur les habitants de la ville, tu ne vas pas les lâcher jusqu'à ce qu'ils te payent. Mais si tu n'as pas déraciné ton arbre, tu ne vas pas aller exercer une pression. Et eux, ils ne sont pas pressés. Ils vont dire, c'est pas grave, allez, l'arbre, il enlaidit Eretz Israël, et alors, je préfère qu'il enlaidisse plutôt que moi je paye de l'argent. Voilà, c'est par rapport à cela que Rav Kahana a dit, il faut d'abord qu'il déracine l'arbre, et ensuite qu'il réclame son argent. Enfin, dernier sujet de la Mishnah. Safek zekadam, kotzetz, ve'eno noten damim. Maishna mi bor de amart lo yakotz. C'est-à-dire, on avait dit à propos du bord que tout dépend qui est-ce qui était là le premier. Est-ce que c'était le propriétaire de l'arbre ou est-ce que c'est le propriétaire du bord? Nachon? Pourquoi? Au niveau du bord, quand on ne sait pas qui est-ce qui était là le premier, est-ce que c'est le Baal HaIlan ou le Baal HaBor? Là-bas, on a dit que le Baal HaIlan n'est pas obligé de couper son arbre. Et alors, pourquoi est-ce qu'ici, on nous dit que on ne sait pas si c'est la ville ou si c'est comment on appelle ça, ou l'arbre qui a précédé, lui, il est obligé de couper son arbre.
Et après, il ne peut pas réclamer son argent. La Gemara dit Hatam devaddai lav lemikatskae sfekonami lo amrinan lekot. C'est-à-dire, si l'arbre avait devancé le puits, eh bien le propriétaire du puits ne peut pas l'obliger à couper son arbre. D'accord ? Et s'il le coupe, il faut qu'il paye. Alors, même Misafek, le amrinan lekot, Misafek, quand on a un doute, il ne peut pas l'obliger à couper parce que peut-être qu'il était là avant lui. Peut-être que le Baal Haïlan était là avant le Baal Habor. Même si c'est sur son terrain. Oui. Mais ici, à propos de la ville, dans tous les cas de figure, il doit déraciner son arbre. Toute la différence, elle n'est que par rapport à l'argent. Mais le déracinement de l'arbre est obligatoire. Que la ville ait précédé l'arbre ou que l'arbre a précédé la ville, dans tous les cas de figure, pour ne pas enlaidir la ville, il faut déraciner l'arbre. Quelle est la différence entre qui a précédé l'autre ? La différence est que pour l'indemnité. Quand l'arbre a précédé la ville, il est en droit de réclamer des indemnités. Mais si c'est la ville qui a précédé l'arbre, il n'est pas en droit de réclamer des indemnités. Mais déraciner l'arbre, il est obligé dans tous les cas de figure. Alors on dit comme ça, là aussi, tu ne sais pas, ça fait que Mikadam, tu ne sais pas qui était là avant. Est-ce que c'est la ville ou l'arbre ? Dans ce cas-là, il faut déraciner l'arbre. Mais maintenant, il vient réclamer des indemnités. On lui dit, monsieur, Hamotzi me Havero, Alav Hareaya. Vous connaissez la règle. C'est quoi la règle ? C'est qu'on ne peut pas soutirer de l'argent de quelqu'un si on n'a pas une preuve à 100% qu'il nous doit de l'argent. Étant donné qu'on a ici un safek, qui était là le premier ? Est-ce que c'était l'arbre ou la ville ? Alors comment il peut réclamer de l'argent ? Mais peut-être que la ville était là avant l'arbre et les habitants de la ville ne doivent rien. C'est pour cela que déraciner l'arbre, il le doit. Car dans tous les cas de figure, Hachamim ont dit qu'il faut le déraciner. C'est seulement par rapport à l'indemnité que ça change. Si c'était l'arbre qui était avant ou la ville qui était avant, eh bien maintenant on lui dit, maintenant que tu as déraciné l'arbre, qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Pourquoi ? Tu es sûr qu'on te doit ? Toi-même tu as un safek. Alors on lui dit Vehi Meshum Deme Amrin Anle Aitere Aya ou Shkol. Apporte une preuve que tu étais là avant et là on te payera. Et on va terminer le Hamoud avec la dernière Mishnah. Marhikim et Agoren Kavua Minahir Hamishim Amma. ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. הוא מרחיק מנטיעותיו של חברו ומנירו בכדי שלא יזיק. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din du Goren? Vous savez qu'est-ce que c'est que Goren? Goren, la traduction, ça veut dire grange. Mais ici, on parle principalement du vannage. C'est-à-dire que lorsqu'on a moissonné et qu'on a battu le grain, alors il faut séparer le grain des écorces. Et comment est-ce qu'on fait ce vannage? Eh bien, on prend une pelle et on envoie en l'air les céréales, c'est-à-dire le tout. On a ici les écorces avec le grain mélangé et ils ont été battus. Mais une fois qu'on va, avec la pelle, envoyer le tout dans l'air, qu'est-ce que va faire le vent? Le vent va envoler l'écorce, car tout ce qui est léger s'envole avec le vent, tandis que le grain qui est plus lourd va retomber. Comment s'appelle ce travail? Vanner. D'accord? Alors, le problème, c'est quoi? C'est que les écorces qui s'envolent peuvent endommager tout ce qu'il y a chez les voisins. Alors, par exemple, le voisin a un champ mitoyen au mien, et moi maintenant je lui envoie tout ça sur ses plantes. Ça peut déshydrater ces plantes, ça peut les dessécher, les abîmer, les endommager. Alors lisons. Marhikin et agorela kavua minahir hamishim ama. Si c'est par rapport à la ville, déjà, pour ne pas endommager la ville,
il faut éloigner le goren de 50 coudées. Comme ça, même si le vent emporte les écorces, mais il ne va pas les emmener au-delà de 50 coudées. Lo ya'aseh adam goren kavua betor shelo, ela im ken yesh lo 50 amma lekol ruach. Maintenant, si on a des voisins, on a des champs voisins, alors il ne faut pas non plus avoir un goren kavua dans un rayon de 50 coudées, parce qu'on va abîmer le champ du voisin. La fin de la Mishnah, c'est qu'il faut éloigner des netirot. C'est quoi netirot? Les légumes. Et niro, c'est quoi? Le sillon. Le voisin, il a labouré. Eh bien, même ces sillons, il ne faut pas que je les abîme avec l'écorce de ma récolte, les écorces de mon blé. Pourquoi? Birdé shelo yazik. Et là, il n'y a pas écrit 50 coudées. Il y a écrit Birdé shelo yazik. Il ne faut pas que je me mette trop proche au point d'endommager avec les écorces de mon grain de blé. D'accord? Alors, la Gemara pose la question, Maïshna Recha ou Maïshna Sefa? Pourquoi dans la Recha on a parlé de 50 coudées et après on nous parle juste ne pas endommager? Pourquoi est-ce qu'on nous a donné deux mesures? Une fois on nous a imposé la marge de 50 coudées et une fois on nous dit juste de ne pas être mazik. Amar Abaye sifa atan legoren sheno kavua. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grange provisoire. Alors exactement. On nous dit la Recha, elle nous impose 50 coudées, c'est parce que on est dans un goren kavua. Mais dans la Sefa, pourquoi on ne nous a pas imposé 50 coudées? On a dit juste, tu estimes à peu près quelle est la distance nécessaire pour ne pas endommager l'autre et ça suffit. On parle d'un goren qui n'est pas kavua. Alors, on aurait pu imaginer que kavua et pas kavua, c'est une question de temps. Est-ce que c'est tout le temps que c'est là, c'est fixe, ou bien est-ce que c'est provisoire? Mais c'est pas comme ça que la Gemara explique. Echidami goren sheno kavua, amar Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, kol she'eno zore berahat. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a deux façons d'être zoré, de vanner. Soit on vanne avec une pelle, et c'est la manière professionnelle, j'envoie en hauteur, et le vent il emporte les écorces. Soit simplement on pose par terre, et le vent tout seul envole les écorces. C'est toute la différence. S'il n'est pas zoré berahat, s'il n'est pas zoré avec une pelle, n'est-ce pas? C'est juste le roi qui travaille tout seul. Dans ce cas-là, il suffit de s'éloigner juste une petite distance, d'évaluer la distance nécessaire, mais si c'est avec rahat, si c'est avec la pelle, dans ce cas-là, il faut 50 coudées de distance. Oui, je sais que c'est la puissance du vent, tout simplement. On peut, par rapport à la puissance du vent. C'est une idée. Rav Ashi Amar, Mata'am Ka'amar, Maïta'ama, Marhikin Goren Gavua Mina'ir, Hamishim Ama, Kede Shelo Yazik. Deuxième réponse, c'est Rav Ashi. Rav Ashi dit, en fait, il n'y a aucune différence entre la Recha et la Sefa. Contrairement à ce qu'on a compris, comme Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina nous a dit que la Recha elle parle de Goren Kavua et la Sefa Goren Sheno Kavua, pas du tout. Rav Ashi dit toute la Mishnah elle parle de Goren Kavua. Simplement, la phrase qui a été mentionnée à la fin de la Mishnah, c'est pas une mesure, c'est une raison de la mesure. La mesure, c'est 50 coudées, comme on avait dit dans la Recha. Mais pourquoi il faut s'éloigner? À la fin de la Mishnah, on te dit Marhikin Kede Shelo Yazik, pour ne pas endommager l'autre. C'est juste expliquer pourquoi il faut s'éloigner de 50 coudées. C'est parce que l'écorce, si ça va dans le champ du voisin, ça va déshydrater, dessécher les légumes du voisin, la plantation du voisin.
Voilà pourquoi il faut s'éloigner. La Gemara dit, d'après le pirouche de Abaye, qui avait dit qu'il y a une différence entre Goren Kavua et Goren Sheno Kavua, Metive. Il y a une braïta qui dit Marhikin Goren Kavua Minahir Hamishimama. Ukshem Shemarhikin Minahir Hamishimama, Kach Marhikin Midiloav ou Mikishuav ou Metirotav, ou Miniro Shel Habero Hamishimama. Kede Shelo Yazik. Bishlama le Rav Ashi Niha. Et la Abaye Kashia. C'est-à-dire, selon Rav Ashi, on a compris. La Mishnah, elle est très claire. La Mishnah est très claire. En quoi elle est très claire, la Mishnah? Elle dit très, très simplement, la Braïta, elle est très claire. Qu'est-ce qu'elle dit? Il faut s'éloigner de la ville, 50 coudées. Il faut s'éloigner des courgettes du voisin, 50 coudées. De la courge, des potirons du voisin, et 50 coudées. Netirotav, ces arbustes. Miniro shel Habero, c'est quoi nir? Même des sillons, car ça peut endommager même les sillons. Pourquoi ça peut endommager les sillons? Ça les recouvre. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut pas pousser. Et après, quand il va semer des graines, ça ne va pas pousser. Bravo, excellent. Rachid cite le pasouk. Niru lachem nir ve'al tizre'u el kotzim. Quand vous faites des sillons, faites en sorte qu'il n'y ait pas d'épines là-bas, parce qu'après, ça ne sert à rien que vous avez fait des... Très bien. Kede shelo yazik. La fin de la braïta, c'est quoi? Une phrase. Kede shelo yazik. Kede shelo yazik, c'est pas une mesure. Kede shelo yazik, c'est une raison de tous, de Hamishimama. C'est clair. Que Kede shelo yazik, c'est une explication pourquoi il faut s'éloigner de 50 coudées, de la ville, des courgettes, des potirons, des sillons du voisin, des arbustes du voisin. Kede shelo yazik. Donc tu vois bien que Kede shelo yazik, c'est une explication pour les Hamishim Ama. Donc c'est complémentaire. Il y a la mesure et il y a la raison. La mesure, c'est 50 coudées. La raison, c'est pour ne pas endommager l'autre. Alors la Gemara dit d'après Rav Ashi, c'est limpide comme l'eau de roche. C'est ce qu'avait dit Rav Ashi dans la Mishnah déjà. Mais d'après Abaye, qui avait dit que Kede shelo yazik dans la Mishnah, dans la Sefa de la Mishnah, ce n'est pas une raison. C'est une autre mesure. Dans la Recha, on nous a donné une mesure de 50 coudées par rapport à un Goren Kavua. Et dans la Sefa, où on parle d'un Goren chez Eno Kavua, c'est quoi la mesure? Kede shelo yazik. Nachon? C'est pas vrai. Tu vois dans la Braïta que Kede shelo yazik, c'est une explication pour les Hamishimama, c'est une raison. C'est pas une mesure en soi, c'est une raison de la mesure de 50 coudées. Dans la Mishnah aussi, qui disent que c'est l'eau Kavua. Ils n'en parlent pas de ça. Oui, mais ça parce que Abaye n'avait pas d'autre choix. Pourquoi il n'avait pas le choix? Parce qu'il a dit, je comprends pas. Dans la Recha, on nous parle de 50 coudées, et dans la Sefa, on nous parle de Kede shelo yazik, une distance de Kede shelo yazik. Il n'avait pas d'autre choix que de dire, dans la Recha, on parle de Goren Kavua, et la Sefa, c'est Goren Sheno Kavua. C'est parce qu'il n'avait pas d'autre choix qu'il a dit ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire à Abaye? Mais tu vois de la Braïta, que Kede shelo yazik, c'est pas une mesure en soi, c'est juste la raison de Hamishimama. Donc tu n'avais pas besoin de parler de Goren Kavua, Goren Sheno Kavua. La Gemara dit Kashia. Behemet, c'est une kushia sans réponse, qu'on laisse sans réponse par rapport à Abaye. Vous savez que à chaque fois qu'on dit dans la Gemara Kashia, et on ne dit pas Tiuvta, c'est qu'il y a une réponse, mais la Gemara n'a pas donné la réponse. Et à nous de chercher. Si à Tiuvta, c'est une réfutation. Kashia, c'est une kushia, mais travail. Et on termine avec le dernier sujet. Bish lama mimikshu avomidiloav de azilav kaveate belibe umetzavele elaminiro amai amar Rabbi Abba bar Zavda ve'etema Rabbi Abba bar Zutra mi pene she'ose oto galal. La Gemara dit encore, je comprends pourquoi celui qui veut planter, celui qui veut vanner son blé, il doit s'éloigner de 50 coudées pour ne pas abîmer les courgettes et les potirons et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait
la paille, qu'est-ce que fait ce son? Il déshydrate et il dessèche les légumes. Ça, je comprends que c'est un dommage. Mais en quoi c'est un dommage que ça aille sur les sillons? Les sillons, c'est que de la terre. Eh bien, mais pénéché osé auto galal. Regardez le premier rachid de la page Kavhe. Osé auto galal. Marbelo zevel vesoref et azraim shenizreubo. Figurez-vous que plus tard, c'est que cette terre-là, elle aura été trop engraissée. Trop riche. Vous entendez? Qu'est-ce que dit Tosfot? Chez Oseoto Galal, Afalgav de Galal Majbia Hakarka, Ksheikula Galal Mazik. Bien que les engrais, ça engraisse le sol et ça le rend fertile, mais à condition qu'il y ait peu d'engrais. Mais si tu as mis que des engrais, tu brûles. Et ensuite, les graines que tu vas semer ici, elles seront brûlées. Parce que c'est un peu comme dans un plat. Un peu de sel, c'est bon. Trop de sel, tu l'as esquinté ton plat. Donc la même chose. Tu as mis un peu d'engrais dans la terre, très bien. Mais ensuite, coulo galal. Mais si c'est que des engrais, alors cette terre, elle n'est plus fertile. Au contraire, elle va abîmer toutes les graines que tu vas semer dedans. Et c'est ce que dit Rashi plus haut. Niru lachem nir ve'al tizre'u el kotsim. Et je vais terminer avec un mot de Moussar que nous donne le Rabbeinu Yonah par rapport à ce pasouk. Rabbeinu Yonah, il utilise ce pasouk au sens figuré. Parce que Béhémet, le prophète, quand il dit ça, c'est pour le sens figuré. Vous semez de bonnes graines. C'est dommage de ne pas d'abord élaguer, enlever les kotsim, les épines du cœur. C'est-à-dire qu'il faut radoucir le cœur, enlever les mauvaises midotes pour ensuite que nos ma'asim tovim aient de la valeur, pour pas qu'ils soient endommagés par les mauvaises midotes.